France Bleu Midi, Brigitte Palchine. Et nous sommes en compagnie de Bernard Bertrand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin ce midi, pour parler de votre parcours, certes, mais des abeilles, qui est un animal que vous chérissez depuis longtemps, qui vous le rend bien peut-être d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je peux en profiter pour résumer mon parcours. Moi, mon parcours, c'est un parcours naturaliste. Je me suis intéressé toute ma vie à ce qui était nature sauvage. Ça ne m'a pas empêché d'avoir un parcours aussi de paysan. C'est ça les trucs vieux comme le monde dont vous parliez tout à l'heure. Entre autres. Disons que les trucs vieux comme le monde, ça m'a permis de faire de l'agriculture en faisant de l'agriculture respectueuse de l'environnement. J'ai été un paysan naturaliste. Ouais. Paysan du côté de Saint-Gaudens, vous êtes au sud de Saint-Gaudens, toujours en Haute-Garonne. Petit village de Sangoigné, sur une ferme qui s'appelle Terran, la bien nommée, ça voulait dire la bonne terre. Et là, pendant une vingtaine d'années, j'ai mis en pratique effectivement tous ces savoirs anciens, comme la vannerie, pour laquelle je m'occupe d'une revue aujourd'hui qui s'appelle Le Lien Créatif. C'est la première revue que j'ai créée, avant celle-ci, Abeilles en Liberté, qui est notre dernier petit bébé à Terran Magazine. Vous êtes un paysan éditeur. Oui, j'ai créé les éditions de Terran il y a une vingtaine d'années maintenant. Aujourd'hui, c'est le groupe Pictos de Toulouse qui a repris. Moi, je suis directeur de collection. Et les éditions de Terran, c'est une maison d'édition d'écologie pratique où on a fait beaucoup de bouquins sur le jardinage bio, tout ce qui concerne les rapports sains avec la nature. On l'a traité aux éditions de Terran et on le traite encore. Il y a un très beau planning éditorial. Alors là, c'est un tout nouveau magazine qui sort depuis le mois de janvier. Un pari de plus. Ouais. Abeilles, ça s'appelle tout simplement Abeilles en Liberté. Alors d'ailleurs, avant d'aller plus loin, comment on se le procure ? Par abonnement. D'accord. Par abonnement ou sur les salons. On fait beaucoup de salons, on fait beaucoup de foires bio, beaucoup de salons, de fêtes de la nature, fêtes des plantes. On peut nous trouver facilement, mais autrement sur Internet. L'idéal, c'est de s'abonner. Abeilles en liberté, alors un des mots, enfin tous les mots sont importants, mais notamment liberté. Vous m'avez dit que c'était pas un magazine sur l'apiculture. C'est pas un magazine sur les productions de l'abeille, c'est un magazine sur l'abeille pour l'abeille. C'est un petit peu la voix de l'abeille. Si l'abeille avait à s'exprimer aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aimerait nous dire, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'on entende ? Mais il y a tant de choses que ça à dire. Ah et oui, parce que l'abeille, elle est sous la férule de l'homme depuis 3 ou 4 000 ans, et sur une férule de plus en plus lourde, pesante, qui fait qu'effectivement on en arrive à nier... handicapante pour elle, puisqu'on en arrive à nier jusqu'à l'existence même de cette espèce lorsqu'elle est sauvage. Et nous, ce que l'on veut à travers cette revue, c'est effectivement favoriser une apiculture naturelle plus douce, mais aussi favoriser la sauvegarde des dernières abeilles sauvages, mellifères sauvages, et pas uniquement, parce qu'abeille est au pluriel, vous l'avez vu. Donc on s'intéresse aux abeilles mellifères, c'est-à-dire l'abeille qui nous donne du miel, mais aussi à toutes les autres espèces de pollinisateurs, des abeilles parmi elles, mais aussi d'autres bestioles. C'est ça, et vous le dites sur la page de couverture, un magazine au service de la biodiversité ordinaire, la voix des pollinisateurs engagés et indépendantes. Exactement, parce que effectivement, aujourd'hui c'est un tout. La nature autour de nous, c'est un tout. Si on arrive à sauver l'abeille, qui est une véritable sentinelle de l'environnement, si on arrive à sauver l'abeille, on arrivera à sauver son habitat, c'est essentiel, c'est primordial, son atmosphère, l'air qu'elle respire, parce que c'est le même que nous respirons, donc tous les pesticides, toute la pollution qu'il y ait aussi, il est important de s'en débarrasser. C'est un tout, c'est une globalité, comme ma petite ferme dans les Pyrénées. Et c'est en s'occupant de ce tout, en s'occupant de la terre entière, qu'on arrivera effectivement à sauver les abeilles. C'est une démarche, alors c'est une question subsidiaire, mais tant pis, je vous la pose. C'est une démarche végane ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. J'avais l'impression d'entendre que vous refusiez de faire travailler. Ah non, pas du tout. Et d'exploiter le travail de l'animal. Comme je vous l'ai dit, je suis paysan, j'ai été éleveur. J'ai eu à cœur j'ai toujours eu un rapport très, très fort avec les animaux. J'ai toujours fait partie des gens qui ont considéré que les animaux, bien évidemment, avaient des sensations, des sentiments. J'ai travaillé avec les vaches, j'ai travaillé avec des chevaux. J'ai eu des abeilles ça fait dans les fin des années 70. Donc, je sais ce que c'est que la communication animale, même si c'est quelque chose dont il est très difficile de parler, sur lequel il est très difficile de mettre des mots. Mais j'ai une longue expérience dans ce domaine-là. Je respecte beaucoup les animaux. Mon passé naturaliste aussi. Mais pour autant, je ne suis pas du tout dans une énergie végane qui serait, je crois,
la pire des choses pour moi. En tant que paysan, là, je reviens à d'accord. mon activité de paysan. Si tout le monde était vegan sur Terre, ça voudrait dire qu'on n'aurait plus que des cultures de céréales ou de fruits ou de choses comme ça. Ça serait d'une pauvreté absolue, de la monoculture, avec un affaiblissement de la biodiversité tout à fait extraordinaire. Ce serait peut-être un peu accessoirement déprimant. Oui, en plus, ça serait tout à fait déprimant. Vous voyez les champs de maïs autour des maisons, ça serait ça à perte de vue. Et il faut savoir, il faut se le rappeler, il faut le répéter, que c'est la petite paysannerie. Je ne parle pas, bien évidemment, de l'agriculture telle qu'elle est devenue aujourd'hui, mais c'est la petite paysannerie, comme je l'ai pratiquée, comme mes parents et grands-parents l'ont pratiquée, qui est à l'origine de toute cette biodiversité qui est en train de foutre le camp. Vous êtes fils de paysan ? Je suis fils de paysan, oui, tout à fait. Abeilles en pour revenir à ce tout nouveau magazine Abeilles en liberté, ça ne concerne donc pas, et on va le détailler dans un instant, mais ça ne concerne pas un public spécialiste. Non. C'est un public curieux. On met le nez dedans, on n'en sort plus. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, moi, à travers plusieurs bouquins que j'ai écrits aussi sur les abeilles et sur la nature en général, on se rend compte que les gens sont de plus en plus demandeurs de reprendre contact avec cette nature de proximité. C'est pour ça qu'on l'a appelé la biodiversité ordinaire. Pour essayer de préserver cette biodiversité ordinaire, moi, je m'intéresse autant à l'ortie, aux plantains, aux pissenlits qu'aux abeilles et qu'aux petites bêtes de mon jardin, même si elles sont insignifiantes. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, tout le monde aimerait faire quelque chose pour les abeilles, mais sans savoir exactement quoi. Mais le plus simple, c'est par exemple de leur faire un petit carré fleuri sur la pelouse, sacrifier la moitié de la pelouse, la remplacer par des fleurs. Il y a plein de choses à faire. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut apporter sa petite pierre au moulin. Et c'est pour répondre à cette demande du grand public. Alors bien évidemment, on s'adresse aussi aux apiculteurs, en particulier à ceux qui ont peu de ruches, mais aussi à ceux qui en ont plus. On prône le retour des ruches de biodiversité, c'est-à-dire des ruches qui favorisent l'essaimage. Oui. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça, les professionnels peuvent tout à fait s'impliquer dans cette démarche-là, par exemple. Il y a d'ailleurs des ruches absolument fantastiques dans ce magazine Abeilles en liberté, un nouveau magazine, donc un trimestriel. Celui-là est toujours en cours. Mais oui, c'est toujours en cours. Si vous vous abonnez maintenant, vous le recevrez jusqu'à la fin du mois de mars. Et ensuite, ce sera les abonnements partiront à partir du numéro 2 avec des nouveaux dossiers. Il sort fin avril. Nous retrouvons Bernard Bertrand dans un instant sur France Bleu Occitanie. Vous écoutez France Bleu Midi. France Bleu. Kunto Munde. Un tour d'Occitanie en actualité et en musique. Ce dimanche, midi 5, dans Kunto Munde. Kunto Munde est dans le Tarn, à Cordes-sur-Ciel, pour vous parler des 40 ans de La Talbero. La Talbero, c'est un groupe de musique, mais aussi une association. Kunto Munde, votre émission d'actualité en occitan et en français, en partenariat avec Loudiari, le magazine de la culture en occitan. Kunto Munde. France Bleu Occitanie matin, à retrouver dans votre radio, sur votre smartphone, sur votre tablette ou votre ordinateur, et maintenant à la télé. Toute la petite famille à l'écoute, à la radio ou devant la télé sur France 3 Midi Pyrénées. France Bleu Occitanie matin, l'émission qui s'écoute et se regarde, du lundi au vendredi, de 7h à 8h40, sur France 3 Occitanie. Plus d'infos, francebleu.fr. France Bleu Occitanie. France Bleu. France Bleu Midi, on est bien ensemble. On est très bien ensemble avec les abeilles et avec Bernard Bertrand pour parler de ce tout nouveau magazine Abeilles en liberté à se procurer par abonnement. À la fin de l'émission, vous nous direz comment on fait pour s'abonner. Abeilles en liberté, c'est donc la voix des abeilles et de tous les pollinisateurs. Et vous avez à cœur de lutter aussi, alors de sensibiliser à la vie des abeilles, de toutes les abeilles, les abeilles en liberté. Enfin, tout est dit dans le titre. Les solitaires et les autres, hein, et les mellifères, les sauvages. Celles qui nous donnent du miel, et les sauvages, voilà. Ouais. En toute tranquillité. Tout à fait, en toute tranquillité. Puis l'idée, c'est de changer un petit peu le rapport qu'on a à l'abeille. Pendant très longtemps, l'homme était, Pendant très longtemps, l'homme était complice des abeilles. Il y avait les abeilles, les ruches étaient dans les maisons. Ça ne gênait personne. Les gens n'avaient pas beaucoup de place, ils n'avaient pas des grands jardins. Donc les abeilles étaient dans la maison avec les ruches placards. Et puis petit à petit... Les ruches placards ? Oui, c'est des ruches qui étaient installées dans des encadrements de fenêtres, par exemple. Ouais, et puis on les connaît tous à la campagne. Comme il y avait des pigeonniers, par exemple. Ça pouvait être le même lieu, d'ailleurs.
les anciens ont fait des murs d'abeilles, par exemple. Enfin, il y a toute une culture de l'abeille qu'on a complètement oubliée. Des murs d'abeilles. Des murs d'abeilles, c'est-à-dire c'était des murs dans lesquels il y avait des niches et dans lesquels les gens mettaient effectivement les ruches et avec des couloirs, ils passaient derrière pour les ruches en paille ou on en voit terre. il y a des images, des photos magnifiques d'ailleurs, à souligner aussi des photos extraordinaires sur ces abeilles. Tous nos contributeurs sont apiculteurs, s'intéressent aux abeilles. Donc, ce ne sont pas des producteurs au sens propre du terme, ils ne vivent pas de leur production de miel ou des produits de la ruche, mais tous, plus ou moins, ont des abeilles et ont eu des abeilles. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Et vous parliez de ces idées reçues, il y en a une en particulier, moi, qui me tient à cœur, parce que c'est encore mon passé de paysan qui va parler, mais j'ai vu l'évolution de l'agriculture et j'ai vu les agriculteurs s'enfermer dans des gros tracteurs hyper sophistiqués, reliés aujourd'hui par Internet avec les satellites et tout ça, et se couper petit à petit de la terre. Mais en apiculture, le même phénomène s'est produit. Il y a 50 ans, même pas, qu'est-ce que je dis, il y a 20 ou 30 ans, on allait voir les abeilles avec un simple voile sur la tête. Aujourd'hui, les apiculteurs sont obligés d'y aller avec des habits de cosmonautes. Parce qu'à force de croiser les abeilles avec des races entre elles, à force de faire de l'hybridation, on a créé des souches d'abeilles qui sont beaucoup plus agressives. Et du coup, s'ils ne se couvrent pas complètement, effectivement, il ne peut plus y avoir un rapport serein avec les abeilles aujourd'hui à cause de ça. Donc la première chose à faire, ce que l'on conseille aux gens, c'est à retourner voir les abeilles, retrouver un niveau de confiance avec elles, retrouver un véritable dialogue avec l'abeille. Et pour ça, il faut enlever cet habit. Alors c'est vrai que l'abeille, elle pique, il ne faut pas y aller n'importe comment, ça demande une initiation. Mais tous les apiculteurs ont commencé avec d'autres anciens qui leur ont appris, qui leur ont enseigné. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous travaillez sans habit de cosmonaute? Moi, je travaille sans habit de cosmonaute, tout à fait. Mais j'éventre pas les ruches, je les ouvre le moins possible, je fais des observations au trou de vol. Il y a tout un tas d'astuces qui permettent de savoir si la ruche est en bonne santé. Par exemple, le simple fait de la soulever, ça les dérange pas du tout. On sait s'il y a du miel ou pas. On sait, en fonction de la saison, si on va être obligé d'apporter un petit complément alimentaire ou pas. On évite au maximum, mais voilà, il y a plein de moyens, il y a plein d'attitudes, et tout ça, on va le détailler, bien évidemment, dans Abeilles en liberté, parce que c'est ce qui nous tient à cœur, c'est comment s'occuper des abeilles sans les déranger, sans les stresser. Parce que parmi les maux dont souffrent les abeilles aujourd'hui, si on fait des ordres de priorité, il y a bien évidemment les pesticides qui sont les pires des choses qu'elles peuvent subir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le stress, les dérangements. Les apiculteurs sont obligés de mettre des pesticides dans la ruche, ce qui n'était pas le cas il y a seulement 30 ou 35 ans, là encore. On a l'exemple d'ailleurs avec Cuba. Intéressant, hein, parce que là-bas, ça fait du bien d'entendre ça, voilà. Même si ça se passe pas chez nous. C'est pas chez nous, mais il y a un bel exemple de ce qui se passe si on laisse les abeilles s'adapter par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à Cuba, pour la petite histoire, lorsque le varroa est arrivé, le varroa, c'est un acarien parasite des abeilles qui a détruit tous nos cheptels en Europe occidentale et partout autour du monde d'abeilles. Et on les a pas laissées s'adapter par elles-mêmes. On a mis des pesticides dessus les abeilles. Et résultat, 30 ans après, les populations de varroa n'ont jamais été aussi solides et résistantes, et les populations d'abeilles n'ont jamais été aussi fragiles. Et disparaissent à tour de bras. L'effet inverse. Or, à Cuba, ils n'ont pas eu accès à ces pesticides parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les acheter. Et miracle, effectivement, 30 ans après, ils ont l'apiculture la plus florissante au monde. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les phénomènes naturels se produire, ils ont laissé les abeilles s'adapter. Alors bien évidemment, la mortalité qui était de 20% est tombée à 2%. C'est ça. Les chiffres se sont complètement inversés. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus aucune mortalité d'abeilles à Cuba due au varroa. C'est des chiffres qui sont effectivement dérisoires aujourd'hui. Les abeilles ont su gérer ce phénomène-là. Je vous écouterai des heures durant, malheureusement. On peut pas trop. Alors, donc, dans ce magazine, vous racontez tout ce que vous venez de nous dire. On le retrouve dans ce magazine Abeilles en liberté. Effectivement, vous disiez qu'il fallait laisser les abeilles s'adapter. Il fallait leur faire confiance. Elles savent. Elles existent depuis plus longtemps que nous. Beaucoup plus longtemps que nous. Nous, on est sur Terre depuis 3 millions d'années. Elles, c'est depuis une centaine de millions d'années. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de spectaculaire. Elles ont survécu à plusieurs glaciations. Alors, bien évidemment, on leur laissait le temps. Aujourd'hui, on ne leur laisse pas le temps. Ouais. Mais on voit à travers l'exemple de Cuba qu'elles sont capables de faire. Un autre exemple qui parle à tout le monde aussi, parce que c'est complètement d'actualité. Le frelon asiatique. Le frelon asiatique avec les dégâts, qui fait des dégâts effectivement extrêmement importants. D'autant plus importants que les ruches sont fragiles. Donc, plus les ruches sont fragilisées parce qu'on leur en demande trop, plus effectivement le frelon asiatique va avoir un impact négatif sur une colonie d'abeilles.
Mais si la colonie d'abeilles est saine et en bonne santé, moi je le vois chez moi, depuis l'été dernier, j'ai observé des comportements de défense des abeilles mellifères sur les frelons asiatiques. Elles l'encerclent, elles l'étouffent et elles les chassent. Il y a des tas d'autres petites astuces aussi, des contributeurs qui sont en train de nous écrire pour nous donner leurs petites astuces pour limiter les dégâts du frelon asiatique. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une revue très réjouissante parce qu'on a plein de pistes pour aider les abeilles sans faire de bêtises. Plein de pistes aussi. Hein. Enfin, il y a des choses esthétiques dans les. Pardon de parler d'esthétisme, mais dans les ruches, les choses et des choses anciennes à retrouver. Hein. Une dernière petite question toute rapide. Quand on a un essaim d'abeilles qui s'est justement formé dans un encadrement de fenêtre, qu'est-ce qu'on doit faire? Le conserver? Alors, ou appeler les pompiers? Non, surtout pas appeler les pompiers. L'idéal, effectivement, si la fenêtre ne s'ouvre pas, parce que c'est une ruche d'observation extraordinaire. Ouais. Ça pourrait être de sacrifier la ruche, 2, 3 ans, 5 ans. Pardon, excusez-moi. Je recommence. Je recommence. Ça serait peut-être de sacrifier la fenêtre, effectivement, parce que c'est une ruche d'observation extraordinaire. Et si on veut les sortir, on peut, hein, mais il y a de fortes chances pour que dans les 6 mois qui suivent, on n'est pas sûr. Non, elles disparaissent. La colonie s'affaiblisse et meurt. Alors que si on les laisse dedans, elle peut rester 3, 4, 5 ans. Elles ne feront pas du miel, forcément. Elles feront du miel, mais pour elles. D'accord. On leur demandera rien. Elles le feront pour elles. Elles travailleront pour elles. Abeilles en liberté. C'est tout le sens. Ouais. Et elles seront reconnaissantes. Elles nous piqueront pas. Jamais, à moins d'aller frapper à la fenêtre. Et encore, sur le volet de l'autre côté. Mais même, il y a très très peu de chance. Très très peu de chance. Je le redis, on a vécu pendant des millénaires avec l'abeille sans que ça pose de problème. Pourquoi? L'abeille n'est pas agressive. Elle est juste défensive. Si on va lui chatouiller les trous du nez, effectivement, elle va elle aime pas. Il y a des trucs qu'elle aime pas, il faut savoir. Voilà, hein. D'accord. Bernard Bertrand, très rapidement, pour s'abonner à ce tout nouveau magazine vraiment intéressant, passionnant, Abeilles en liberté. Il suffit de venir sur nos sites internet, donc www.abeillesenliberté.fr ou www.terranmagazine.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Réécoutez, podcastez sur francebleu.fr.